C'est une étude qui a été faite après les Jeux Olympiques de Londres. 20% des athlètes post-année de médaille sont en dépression. Et surtout parce qu'ils n'ont pas conscientisé le prix à payer, c'est ça le rêve, le prix à payer d'atteindre un objectif aussi fort. Plus le passé des gens est dur, plus les transformations sont importantes, et plus ces gens-là aussi réussissent. C'est un truc de fou. La confiance en soi est très centrale. C'est la manière dont les gens minimisent leurs actions, minimisent leurs choix, minimisent leurs décisions, la manière dont tu compares aux autres, c'est tout bête, ou la manière dont ils vont se juger. L'image qu'on a d'eux est soit négative ou positive. Bienvenue dans Corps et Conscience. Aujourd'hui, nous recevons Thomas, un préparateur mental, coach de dirigeants. Thomas était sales avec de bons résultats et a tout quitté pour se lancer dans la préparation mentale à plein temps. Bienvenue Thomas, prêt à nous partager tous tes conseils pour nous aider à libérer tous nos blocages mentaux et exploser ces résultats? Merci Benjamin, je suis trop heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Et ben moi de même, ça fait quelques temps que je te vois sur LinkedIn, donc ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc toi, il y a quelques temps, tu étais encore sales, et pendant les JO, tu as été marqué par une interview de Léon Marchand qui parlait de son préparateur mental, de sa préparation, et tu t'es dit, c'est ce que je veux faire, et ça a été une révélation pour toi. Ouais, les Jeux Olympiques, la télé allumée 24/7. Ma fille n'a pas compris pourquoi du jour au lendemain c'était allumé, mais ouais, moi la natation, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère était maître nageur. Donc émotionnellement, j'ai quelque chose avec ce sport que j'ai pratiqué avec elle depuis bébé. Et en fait, à un moment donné, j'écoute donc cette interview de Léon Marchand. Tout le monde sait qui est Léon Marchand. Avant les Jeux Olympiques, j'aurais défié quiconque de dire qui était Léon Marchand. Et en fait, j'ai entendu une interview où il explique qu'il y a 5 ans, il a failli arrêter de nager. Et en fait, quand tu vois à quel point il est plus fort que les autres, tu te dis comment c'est possible qu'un mec comme ça ait l'idée de projeter un arrêt, quoi. Et donc, il parle donc de ce préparateur mental qui s'appelle Thomas Samut, qu'il a rencontré et qui tourne son coaching autour du bien-être et de la reprise de plaisir, et qui l'a transformé littéralement et qui lui a redonné envie de nager pour les raisons pour lesquelles il a commencé à nager. Et ça, il l'avait perdu parce qu'il ne savait plus pourquoi il le faisait. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire en termes de ressenti. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Trop bien. Ouais, la natation, c'est un sport dur. Moi, j'ai fait beaucoup de natation et du water polo. J'ai été un peu traumatisé, comme beaucoup de nageurs, par voir les lignes, les carreaux au fond. Et à un moment, j'ai arrêté. J'en pouvais plus. Donc, toi, tu as aimé la natation. Tu aimes toujours. Et Ouais. tu t'es lancé dans la préparation mentale après ça. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as décidé de dire stop dans l'entreprise dans laquelle tu bossais, de basculer sur de la prépa mentale? Alors, je le dis souvent, mais c'est sur l'année où j'ai le mieux fonctionné en termes d'argent que j'ai eu ce déclic et cette perte de sens dans ce que je faisais. Et j'ai compris aussi à ce moment-là pourquoi j'ai jamais été top performeur dans la vente, parce qu'en fait, c'était pas ma passion. Non, mais je l'ai fait pendant tellement de temps. J'avais des qualités intrinsèques qui me permettaient d'être bon, d'avoir des bons résultats, d'avoir des bons variables, etc. Parce que les humains m'intéressent. Et en fait, c'était ça la clé. C'était les rendez-vous physiques, mais tout ce qu'il fallait être à côté, ça me gonflait profondément. Donc ouais, c'était ça le vrai switch. Et puis sur cette année où, entre guillemets, j'ai gagné l'argent qui était bien. Mais en fait, je me suis dit, oh non, mais là, ma vie, je vais bientôt avoir 40 ans, j'ai une fille. Il y a plein de choses qui sont passées. Je pense que c'est un mix de plein de trucs. Et puis, je m'étais fait coacher aussi. On va y revenir, mais je m'étais fait coacher. Donc, mon cerveau était en train d'évoluer, et mon identité était en train d'évoluer, et j'étais plus le même. Carrément, super important de se faire accompagner, hein, toujours. On Donc, le dit pas assez, mais enfin, si, on le dit beaucoup, mais mais ça résonne pas assez. Quand tu étais sales, c'était quoi ton métier? Parce que tu faisais des rendez-vous physiques? Comment ça se passait? C'était quoi les deux sur la première partie de ma vie avant Covid. La visio, c'était rare, quoi. C'était super rare. Donc moi, j'ai été chef de secteur grande distribution tout au début, etc. Et puis après, je suis arrivé dans le monde des logiciels, donc ce qu'on appelle les ventes complexes, avec interlocuteurs complexes, des logiciels qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, ou des services, on va dire, un peu moins chers, mais aussi dans cette complexité toujours de vendre, de convaincre plusieurs personnes. Donc ouais, c'était ça que je faisais pendant très très longtemps. Ok. Dans quelle entreprise? J'ai des entreprises françaises, des startups, des boîtes comme aussi dans le monde pharmaceutique. Ça a été des grosses comme Viva. Alors certains les connaîtront parce que Viva est un énorme éditeur dans le monde de la pharma.
un concurrent à Salesforce que, pour le coup, beaucoup de Ok. gens connaissent, par exemple. Et puis des sociétés françaises comme Good Days, où là, ça a été beaucoup plus agréable aussi en termes d'humanité. Super. Et donc, ta meilleure année, c'est là où tu as gagné le plus. Tu as gagné combien? Comment ça s'est passé? Ok, allons-y. Je l'ai pas encore écrit sur LinkedIn, celle-là, parce que je sais pas, je dois avoir un mini blocage, donc tu as la primeur. Mais ouais, on va dire que sur l'année 2024 à 2020, ouais, on va dire 2024, full 2024, 2025, je vais être à 7 000, 8 000 euros net Ok. par mois. Ouais. C'est beaucoup. Mhm. En France, ouais, c'est bien. Ouais, c'est beaucoup. Et alors, c'est bien, ça permet de faire plein de choses. Je retirerai jamais de tout ce qui m'est arrivé grâce à ça et tout ce qu'on peut faire sans trop y réfléchir. C'est clair que c'est un luxe monumental. Voilà, quand il y a une maison, quand il y a un enfant, quand il arrive, quand il y a plein de choses à faire, quand on a beaucoup de passion, c'est vrai que l'argent, ça aide. Ah bah On clairement. va pas on va pas se le cacher. Mais voilà, mon choix, c'était de plus être accroché à ce qui accroche 99% des gens qui bossent Mhm. aujourd'hui. Je comprends. Bah, il y a que les jaloux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, ça aide quand même à donner des conditions propices au bonheur. Mais toi, donc cette année-là, tu fais 90K sur l'année et tu te dis non, je continue pas là-dedans et tu bascules et tu décides de te lancer à ton compte. Mm. Comment ça se passe au début et comment tu vis cette bascule complète de mode de vie? Avec excitation, mais éparpillement. Franchement, c'est ça que j'ai envie de dire. Et on va dire, je ne veux plus m'éparpiller à partir de maintenant. Parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé finalement en juillet, août de Mhm. l'année dernière. Donc, c'est très récent. Et c'est vrai qu'on a envie de tout faire. On privilégie les choses qui nous excitent, qui nous font plaisir sur le moment, pas forcément celles qui nous font avancer commercialement. Et moi, ayant réussi à faire une rupture co, avec un chômage qui va tomber le mois prochain en plus, parce qu'il n'est pas encore tombé, en fait, Ton chômage, attends, ouais, ma dire. rupture conventionnelle a été suffisamment intéressante en termes de négo pour que en fait, je puisse pas toucher mon chômage parce qu'il y a Ah un oui, bah, décalage dans le temps oui, oui, entre je le comprends. montant que j'ai eu Ok. en juillet Mhm. et finalement toute la période qui décide ah bah non vous avez eu tant Mhm. donc en fait mais ça c'est une réalité ça, peu de gens connaissent parce que tout le monde me pose la question mais pourquoi t'as pas touché ton chômage. Alors, je l'ai découvert avec ma mère qui a eu le même souci et même quand elle a eu sa rupture co, ils lui ont dit que elle n'aurait pas droit au chômage finalement parce que ses indemnités étaient trop élevées par rapport à ce que proposait le chômage, mais elle a retrouvé un autre poste 3 mois plus tard, donc bon. Ouais, moi c'est pas ça. Vous avez touché votre somme là, ok. Donc maintenant, ça m'était déjà arrivé une fois dans ma vie avec Viva, parce que les Américains ont une façon particulière de faire ce genre de choses quand ils veulent se séparer de quelqu'un. Donc je m'étais dit, ok, là je sais qu'il y a tant de mois, par mois, je divise tout ça par mois, et Mm. donc je sais que je vais arriver tranquillement et sereinement en Ok. février, même si mon train de vie, bah forcément, un coup a diminué par deux d'un coup, mais c'est ok, je l'ai choisi. Oui, donc ça va, tu t'es pas retrouvé à la rue. Non, et ce que je veux dire, c'est que là, avec le chômage qui arrive, la difficulté, c'est de se dire, oh, ouais, bah, en fait, c'est comme si j'avais un salaire qui allait arriver, mais c'est le chômage, Mm. et je dois me concentrer pour faire du business dans mon nouveau métier, grandir avec ce nouveau métier, et ne pas compter sur cet argent-là, et de faire abstraction. Donc, c'est ça, le truc mental va être là, c'est de dire, bosser à fond, faire du chiffre, et préparer finalement 2027. Parce que Mm. 2026, financièrement, je serai vivant, quoi. Carrément. Je comprends. Moi, je me suis lancé un peu comme toi, où j'étais encore officier dans l'armée de terre. Ouais. Et j'ai quitté l'armée en juin 2025. Enfin, il y a 1 an et demi, du coup. Et quand j'ai quitté l'armée, j'ai eu le chômage. Mais tout de suite, je me suis dit, bon, le chômage, il va s'arrêter j'ai 1 an et demi de chômage. Il faut que je fasse du chiffre dès maintenant, tout de suite, le Hmm. plus vite possible. Et l'objectif a été très rapidement de faire fructifier mon affaire qui tournait déjà, en fait, parce que j'ai commencé, moi, en parallèle de l'armée, donc en 2020 ou 2021. Et je commençais, en fait, au début, mes coachings, je vendais ça 30 euros par mois. Hmm. C'était pour le plaisir, on va dire. Un hobby. C'était un hobby. Hmm. Et après, j'ai dû commencer à réellement me dire, bon, comment est-ce que je peux vivre de ça et réussir à en faire pleinement mon activité. Donc là, toi, tu es dans une période encore de lancement, on va dire. Ouais, ouais, complètement. Ok. Et comment tu t'es formé déjà à la préparation mentale et qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu t'es senti quand tu as commencé à coacher? Alors, je me suis formé auprès de l'Académie de la haute performance, qui a été créée à 7 ans par Pierre David, un ancien champion de boxe, savate boxe française, qui a toujours terminé deuxième toute sa vie.
comme il le dit si bien. Et à la dernière finale qu'il fait, cette fois-ci, il la gagne parce qu'il a compris un truc et qu'il a réussi à lâcher prise et à arrêter de s'auto-saboter, Mhm. chose qu'il faisait constamment quand il arrivait en finale. Et donc, en fait, il a créé cette académie avec une méthode qui s'appelle la dépolarisation. On va y revenir. Et en fait, moi, quand je me suis renseigné sur Internet, je voulais une méthode. Je voulais pas être l'énième coach qui arrive avec des solutions, une manière de parler, des bons mots sympas et machin. Non, je voulais une méthode, une rigueur, une structure, parce qu'aujourd'hui, je pense que sans méthode, il n'y a aucune transformation qui peut être établie. Donc, je voulais ça. Donc, et il n'y a pas grand-chose, en vrai, en France, du moins, là-dessus. Donc, je me lance, j'ai un premier call et je me fais coacher d'abord par une coach. Donc, on va dire, je paye le fait de me faire coacher pour comprendre ce que c'est aussi et de le Mhm. ressentir. Et sans ça, de toute façon, j'aurais jamais pu dépasser mes blocages et mes peurs et pour lancer mon entreprise. Et puis après, voilà, je me fais coacher. Il y a la formation, il y a les coachings avec des coachés, on va dire, qu'on doit trouver pendant le coaching. Et tout de suite, alors oui, je me sens bien avec les gens, mais la structure est très rigoureuse. C'est très normé, on peut pas faire trop d'écart. Donc ouais, au début, c'est difficile parce que c'est nouveau, quoi. Mhm. Donc, tu dois chercher des clients Ouais, pendant. pendant la formation. Mais que tu fais payer ou. Non, Au comme début, je c'est veux. juste. Tu trouves des personnes et tu dois mettre en pratique Ouais, ce qu'on t'apprend. exactement. Ça veut dire qu'en fait, Mhm. il y a 5, on va dire, sessions durant la méthode de coaching en dépolarisation. Et je dis une bêtise, mais en janvier, on a tout notre processus qui nous apprend sur une des sessions. On apprend une session en particulier. Ben, on doit trouver une, deux, trois personnes avec qui on va faire cette session, mais pour de vrai, avec des erreurs, se filmer, l'envoyer. On a les retours on va dire d'un coach certifié qui nous dit où sont nos erreurs, sur quoi on peut progresser. Donc au début, on se tape un mail comme ça, un matin, ne jamais regarder le matin à 8 heures parce que ça te ruine ta journée. Tu fais, mon Dieu, j'étais si mauvais que ça. Mais ouais. Bah, personnellement, quand on me fait des retours, j'aime. Moi, j'aime qu'on me dise ça va pas. Alors, je déteste qu'on me dise tout va bien. Parce qu'en fait, quand on me dit tout va bien, j'ai l'impression que bah, je peux pas progresser et ça me frustre. Et moi, je Ou suis que les gens toujours s'en quelqu'un. fichent. C'est ça, mais je suis toujours quelqu'un où j'adore le feedback. Et je suis très demandeur de feedback. Et en fait, c'est un truc qui a toujours choqué les gens autour de moi. Mm. On me donne un feedback, il est appliqué en quelques minutes. Enfin, j'ai eu pas mal de mentors business et tout. Et d'un côté, ils ont toujours détesté bosser avec moi, enfin m'avoir comme client parce que je suis hyper demandeur de conseils, donc je vais toujours Poser envoyer des beaucoup questions. beaucoup de messages, poser Mm. beaucoup de questions et en fait monopoliser un petit peu les coachings de groupe, tout ça. Mais d'un autre côté, ils adorent m'avoir comme client parce que ils sentent que c'est réellement utile et que dès qu'ils me donnent un conseil, il est appliqué quelques jours après. Par exemple, pour mettre en place mon premier tunnel VSL, tunnel de vente, donc avec des vidéos et tout, j'avais choqué la personne, j'avais tout tourné, toutes les vidéos, tout préparé, scripté, tout ça, j'avais tout fait en une semaine, quoi, tourné plein d'ads et tout. Alors que la plupart des clients de ce mentor prenaient en général un mois à faire tout ça. Mm. Donc, Mais c'est une grande force hein, de comprendre les critiques, parce que critique, c'est pas forcément négatif, et d'avoir assez de recul. Et là-dessus, c'est une vraie qualité. Ah mais complètement, Mais qu'il il faut faut développer, essayer apprendre à de développer d'ailleurs. ouais, mais il faut essayer d'aimer le feedback pour progresser, Ah, pour les pouvoir gens avancer. d'ailleurs te demandent toujours avant s'ils peuvent te le dire parce qu'ils ont tellement peur tu vois, que tu vas mal le prendre. Je peux te donner un conseil genre, ça paraît un peu fou aujourd'hui, mais les gens ne savent plus le faire. D'ailleurs. On nous l'apprend pas d'ailleurs. De toute façon. Mmh. Bah, ça aussi, c'est important de réussir à donner le feedback de la bonne manière. Moi, avant, j'étais un peu trop direct. Après, je me suis formé à la PNL Mm. et depuis que je me suis formé à la PNL, j'ai bien compris qu'il fallait demander la permission et créer on va dire, les conditions propices pour que la personne Mm. puisse accepter un feedback et progresser et vraiment l'utiliser. Donc, toi, tu te formes à dépolarisation. Mm. Tu es content de ce que tu apprends. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne et quels sont les principes clés de cette méthode? En une phrase, pour que les gens comprennent, on va changer la manière dont les personnes se perçoivent, d'accord? Donc la manière dont elles vont agir. Voilà, la base, si je veux la faire en une phrase, et il m'en a fallu du temps pour la faire cette phrase-là, mais c'est celle-ci, parce qu'on va travailler sur l'identité de la personne. Alors tout le monde peut comprendre ce que c'est l'identité, mais on ne perçoit pas forcément les subtilités
Mais le but, c'est vraiment ça. C'est de travailler en profondeur sur la connaissance de soi, sur son être humain. C'était l'objet aussi de pas mal de discussions aussi. Mais l'être humain et pas l'avoir humain, ni le faire humain. Hmm. Et c'est vrai que beaucoup de discussions aujourd'hui dans des groupes, dans des communautés ou dans des rencontres, ou même en famille, ou quand on va rencontrer quelqu'un pour notre premier date, on parle jamais de notre être humain. On parle toujours de qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais, quel métier tu veux avoir. Enfin, voilà, on parle toujours de ce qui compte pas et de ce qui reste pas finalement dans le temps. Donc la dépolarisation, c'est ça aussi, c'est de comprendre qui on est et de faire tomber les blocages et les peurs qui aussi nous limitent, puisque le but, c'est que comme on va parler d'identité, on va l'agrandir. Donc si on agrandit l'identité, on élargit aussi les capacités et les compétences et, euh, et des personnes, tout Hmm. simplement. Complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un processus qui est très intéressant, c'est le processus de création de liens sociaux. Dans le Mhm. processus de création de liens sociaux, bien souvent, on a des liens avec des personnes depuis 20 ans ou quoi, mais on ne connaît pas leurs aspirations profondes et des choses Leur très... valeur intrinsèque. C'est ça. Et il y a des choses très personnelles qu'on ne connaît pas. Mais en fait, quand on veut se lier d'amitié et créer une connexion très forte avec quelqu'un, il y a un processus assez, assez puissant qui consiste à poser des questions d'abord très générales, mais qui vont déjà permettre de créer du lien. Par exemple, c'est quoi ton film préféré? Enfin, des questions de goût qui Mhm. permettent déjà de créer un petit peu de Ouais. lien. Ensuite, on va monter d'un step et on va parler de rêve, parler d'ambition, donc aller vers le futur. Et ensuite, on va parler de peur, de crainte, de traumatisme, enfin de choses très profondes. Et en fait, en suivant un petit peu cette structure, alors bon, il faut rentrer vraiment dans la structure complète, mais en suivant cette structure, on arrive à créer un lien très fort avec une personne en seulement 20-30 minutes et avoir un lien Mhm. qu'elle n'a pas avec ses propres amis. Non. Et ça incarne vraiment ce que tu dis, Ouais. de dire que on n'est pas habitué à parler De soi. de soi en profondeur et on reste toujours dans le superficiel, dans ce qu'on expose et du coup dans des couches extérieures et on ne présente pas l'intérieur. Donc C'est plus effectivement, simple. complètement, On est moins vulnérable, on s'expose moins, on a l'impression d'être tranquille en fait. carrément. Mm. Donc la dépolarisation, ça se présente avec différents piliers. Comment Mm. fonctionnent ces différents piliers? Quels sont ces différents piliers? Tu vas rentrer dans le détail. Alors, il y a des piliers, les deux premiers piliers, sans rentrer dans tous les détails, mais ça s'appelle la dépolarisation classique et la dépolarisation inversée, où là, on va jouer vraiment sur les traits de caractère, ceux que l'on n'aime pas, qui sont souvent ceux que l'on développe le plus intérieurement. C'est pas facile à intégrer, mais c'est quelque chose qui transforme beaucoup. Et donc ça, c'est le premier truc. Et après, il y a aussi l'inversé, c'est quand on va parler des traits de caractère qui nous inspirent. Donc là, et ça c'est courant chez tous les coachés, c'est un manque de confiance, une estime de soi qui est un peu bancale. Et en fait, grâce à ça, ils vont comprendre que ce qui les inspire chez quelqu'un qu'ils visualisent comme étant tellement plus haut, ou tellement plus fort, ou tellement plus beau, ou tellement plus altruiste, etc., qu'en fait, eux développent ces compétences à leur manière tous les jours, toutes les semaines. Et en fait, quand ils comprennent qu'ils le font à leur manière, c'est hyper libérateur. Donc c'est ça. Et l'identité finalement change instantanément avec ce processus-là. C'est ça qui est génial. Donc ça, c'est les deux premières séances. Après, il y a une séance qui est liée à la clarté. Écoute, je te devrais bien ça, mais avec grand plaisir pour te la faire découvrir. Mais c'est autour de la clarté. C'est très rapide. Et les gens se sentent... c'est un peu un miroir de l'état actuel de la tête et de l'esprit d'une personne. Et les deux autres, c'est sur le rêve et la peur. Tu as parlé beaucoup de peur avant. Donc la peur, c'est très simple, hein. Je fais de l'équitation. J'ai peur d'être tétraplégique. C'est véridique. Si je parle pas de moi, hein, mais je parle de cas concrets. Si cette peur-là est ancrée en moi quand je suis en saut d'obstacle aux Jeux Olympiques, Hmm. j'ai pas de médaille, hein. Hmm. Je dois être conscient que j'y gagne aussi en tombant et en ne sentant plus mes jambes demain. Je vais jusqu'à là, hein, mais si la personne n'intègre pas qu'elle y gagne autant en étant tétra demain, elle n'est pas libérée. Donc c'est un exemple concret assez fort, mais pour que les gens se disent mais le mec est fou. Mais c'est la réalité. Et à la limite, c'est light comme sujet, hein, comparé à d'autres. Et après, il y a le rêve. Donc, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais le rêve, donner un chiffre, 20, je crois que c'est une étude qui a été faite après les Jeux Olympiques de Londres. 20% des athlètes post-année de médaille sont en dépression. Hmm. 20%.
Pourquoi? Alors, il y a plein de raisons, hein. La plupart du temps, ce sont des inconnus. Donc, ils ont la médaille, ils passent à la télé, mais en fait, dans la rue, personne ne les reçoit. Ils sont moins connus que nous. Ils sont pas sur les réseaux, pas sur LinkedIn. Ils ont peut-être 200 pélos qui les suivent sur Instagram, etc. Donc, en fait, il y a cette perte de reconnaissance. Et surtout parce qu'ils n'ont pas conscientisé le prix à payer, c'est ça le rêve, le prix à payer d'atteindre un objectif aussi fort. Voilà, donc c'est, ok, j'ai une médaille à 23 ans. J'ai une médaille, je sais pas, de bon, d'argent, peu importe, c'est leur rêve. Ils l'ont à 23 ans, ils sont personne. Qu'est-ce qu'ils font après? Ça fait peut-être 5 ans qu'ils bossent en dehors de leur pays, ils n'ont pas vu leur famille, ils ont un enfant, etc. Tu vois le truc, toi, ça me meut toujours qu'on dit ça, parce que si les gens comprennent pas le prix à payer pour ça et le conscientisent pas, et ben en fait, après, ils tombent des nues, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi. Et tu vois, il y a plus ce truc-là qui se joue, et ça, c'est hyper perturbant. Donc souvent, je donne cet exemple-là, mais il est assez frappant. Ouais. Et après, il y a aussi la suite, de pas avoir d'objectif, de pas Ouais, ou alors un objectif qui a moins de sens, ouais. par exemple, bah, les championnats du monde, mais les championnats du monde, c'est moins important que les JO. Donc on se dit: «Bon, c'est où la suite? Qu'est-ce que je vais faire d'autre?» C'est pour et ça que les sportifs qui durent, on se rend pas compte du mental qu'ils ont, les mecs. mmh. C'est monstrueux d'être là pendant 10 ans, 15 ans, d'être toujours dans les meilleurs. En fait, je pense que les gens, en fait, on associe ça à un truc tellement banal, comme si c'est leur métier, ils sont forts. Ah bah, ils ont raison, mais c'est monstrueux. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. On m'a dit: «Mais pour toi, c'est facile de faire du sport?» Bah, pour Ah, moi, aujourd'hui, c'est facile de faire du sport. Aujourd'hui, évidemment. oui, parce Oui, hein. que je m'entraîne 6 heures par semaine. Mm. Mais avant, je m'entraînais 15 heures par semaine, 15-20 heures. C'était des entraînements tous les jours à fond, plusieurs entraînements par jour. C'est crevant, on est toujours fatigué. Faut se motiver, faut le faire. Non, c'est horrible. Franchement, c'est dur. C'est très, très, très dur. Le sport de haut niveau, ça Ça, fatigue. je te fais confiance. Moi, je l'ai pas touché. Donc, à travers la dépolarisation, je vais toujours avoir du mal à Tout prononcer va bien. dépolarisation, Les dépôts, tu dis. la dépo, à travers la dépo, on a 5 étapes successives. Ouais. Toi, tu as commencé donc à coacher des personnes au cours de ta formation. Mm. Est-ce qu'il y a des transformations qui t'ont marqué de personnes que tu as pu accompagner au cours de ta formation ou après? Ouais. Ouais, il y a des trucs géniaux. Je pense toujours à ce truc-là qui paraît tout bête, mais moi, quand je l'ai vu, parce que pour le coup, c'est une transformation physique, instantanée, sans que la personne y réfléchisse. Une jeune artiste, chanteuse, professeure de chant, mais estime de soi compliquée. Intérieurement, Mmh. c'est lourd, un passé aussi lourd, dur en termes de vécu. De toute façon, plus le passé des gens est dur, plus les transformations sont importantes et plus ces gens-là aussi réussissent, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, t'as l'impression que si t'as pas vécu un truc dur en étant jeune ou gamin, ton évolution est beaucoup plus lente. Ce qui est potentiellement mon cas. Parce que moi, ça a été facile. Bref, je reviens à cette personne-là. Et en fait, cette merveilleuse personne, du jour au lendemain, elle me dit: «Oh, en fait, avec ta méthode, c'est génial. Enfin, ma méthode. Avec la méthode de dépolarisation, on peut plus avoir peur de rien.» Elle me dit. Alors, c'était bien en soi, mais elle me fait: «Ah oui, puis au fait, je vais te montrer ça.» Et elle monte sa main comme ça. Elle avait les ongles, moi, quand j'ai commencé, elle rongeait tous. Mmh. Et du jour au lendemain, elle avait les ongles longs. Et je lui dis: «Mais pourquoi tu me le dis pas avant ça?» Elle fait: «Bah, en fait, j'y ai pas pensé. Ça fait 2 ans que je me dis: tiens, ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien, mais je suis toujours comme ça, en train de me les ronger.» Et elle a juste arrêté de se manger les ongles sans y penser. Ça montre bien qu'en fait, alors là, on parle même pas de choix ou par le machin, on parle juste de que le corps était plus aligné avec la tête et qu'en fait, un mouvement d'angoisse, de stress a disparu. Donc moi, j'ai trouvé ça monstrueux, par exemple. C'est un cas qui est peut-être fait sourire, qui est tout bête, mais genre, pour le nombre de personnes qui se bouffent les ongles, c'est vrai que c'est incroyable. Et puis après, ouais, il y a une cas d'une dirigeante qui travaille dans une grosse société publique, qui est une amie, qui a la chance de me faire qui m'a fait confiance là-dessus. Et elle, c'est une perfectionniste, ouais, elle veut tout contrôler, elle veut toujours tout faire. Alors, ce qui la rend très forte, parce qu'en Mmh. plus, elle a du talent. Mais elle n'était pas libérée par rapport à ça. Et elle me dit: «Ah, mais je veux plus jamais être comme ça.» Tu vois, typiquement, je veux plus jamais être comme ça parce que ça me ravage. Mais quand elle a compris que c'est le fait d'être comme ça qui lui a apporté tous ces bénéfices-là, en fait, ça l'a libérée. C'est dit: «Ah ben en fait, c'est OK d'être perfectionniste, c'est OK de vouloir contrôler, c'est OK le truc parce qu'en fait, c'est ça qui me rend forte.» Et en fait, ça l'a presque libérée en disant: «Ah bah, je peux continuer à être comme je veux.» Non mais genre, c'est fou, hein, mais donc en fait, Mmh. ça l'a complètement déstressée. On lui a annoncé qu'elle a animé un codir, le lendemain là, après, alors qu'elle revenait de congé et cetera.
D'habitude, elle me fait, mais j'aurais passé une nuit blanche, moi, à me visualiser, etc. Elle me fait là. Je me suis dit, ah bah tiens, personne me connaît, ce serait une manière que les gens me connaissent. Je l'ai bien pris. Alors j'ai bossé comme d'habitude. J'étais OK avec le perfectionnisme, mais je l'ai géré mentalement, alors qu'elle m'a dit ça, c'était pas possible de le faire autrement. Hmm. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui, pour moi, sont les plus jouissives en tant que coach quand les personnes me donnent ça. Donc que ça peut être physique ou juste dans des attitudes qui changent la vie des personnes, c'est génial. Carrément. Mais quand il y a quelque chose comme ça qui ronge de l'intérieur, auquel on pense souvent, c'est vrai que c'est dur et parfois on n'a pas les ressources soi pour y arriver. Moi, ça m'est arrivé cette année. En fait, Raconte. j'avais des. Je fais beaucoup, beaucoup de vidéos et j'ai commencé à avoir pas mal de haters et des Mm. personnes qui ont fait des vidéos sur moi en m'insultant, en dénigrant, en racontant n'importe quoi Mhm. sur mon sujet. Et ça m'a fait du mal, vraiment, ça me fait Ah, du ok. mal, ça, plus les commentaires et tout. Mm. Donc pendant un temps, j'y pensais pas mal. Et j'y pensais et je me disais, mais pourquoi il y a des gens qui font ça? Et pourquoi il y a des gens qui m'attaquent et tout? Aujourd'hui, bon, quand je le dis, bah, forcément, c'est pas agréable hein, de Non, dire faut ça. jamais. Mais avant, c'était quelque chose auquel je pensais beaucoup. Aujourd'hui, quand je vois une insulte, soit je réponds pas, je masque le commentaire, soit je réponds avec humour. Mais en fait, maintenant, j'en ai quasiment plus rien à faire. Et j'en ai plus rien à faire depuis qu'une personne m'a dit coupe, tu t'en fous, rigole. C'est juste genre, jaloux, t'en as rien à faire, c'est pas quelque chose d'important. Et ça a changé ma manière de le percevoir, ma manière de visualiser ça. Et aujourd'hui, je vois vraiment les personnes qui font ça comme des personnes en souffrance. Et en fait, le fait Mm. d'avoir changé cette, ce Ce prisme. regard-là Ouais, ouais. sur les haters, ça m'a vraiment aidé. Mais en fait, on le voit quand on est en train de regarder des youtubeurs qui s'expriment à ce sujet-là, parce que tout le monde a des haters. Et on le voit quand ils disent oui, pendant un temps, ça m'a fait du mal et tout, après j'ai appris à couper. On se dit bon, ça va, voilà. Quand on le vit, c'est pas la même chose. Et quand on le vit, franchement, au début, il y a un côté quand même dur. Et après, il faut s'habituer, il faut réussir à petit détacher, voilà. Et là, la dernière personne qui a fait une vidéo sur moi, en fait, j'ai même pas répondu, j'en avais rien à faire et je me suis dit, bon, voilà. Donc je me dis que j'ai réussi. C'est la meilleure des techniques et beaucoup qui l'expliquent dans des livres sur la confiance, etc. Ce sont les haters qui souffrent, hein. C'est Hmm. leur propre souffrance qu'ils rejettent sur les autres. Tu vois. C'est rare qu'un hater soit en pleine possession de ses moyens et vive une vie épanouie, en fait. Donc, en fait, c'est cette personne-là que tu et que l'on devrait plaindre, en Hmm. fait. Complètement. Et en tant que créateur, en général, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose ou quelqu'un, C'est OK, on hein, va mais bon. écrire un message Ouais. privé ou on écrira un message mieux tourné. Et il n'y aura jamais un créateur de contenu ou quelqu'un qui a réussi qui va écrire un message débile ou Non, une insulte. Bon, bizarrement. voilà. Complètement. Donc, la dépolarisation, ça, c'est ta méthode. Quelle différence, tu dirais, avec la PNL ou d'autres méthodes de préparation mentale qui sont orientées sur la transformation intérieure? Pierre David a dépensé, qu'il nous a dit, une centaine de milliers d'euros dans la formation, Hmm. dans ses propres coachings. Il est parti en Thaïlande, s'exiler pendant 15 jours, sans parler, sans regarder quoi que ce soit, etc., pour méditer. Il a lu des tas de bouquins. Donc, en fait, la dépolarisation, c'est un mix de plein de choses. Parce que ce que tu évoques comme transformation intérieure, la dépolarisation, je peux pas dire, hein, ça pourrait être aussi un mot que j'aurais pu employer, tu vois, dès le début quand tu m'as posé la question. Parce que quand je lis Anthony Robbins, par exemple, il y a des centaines de passages qui reflètent exactement ce que je vis ou la Hmm. manière dont je vais évoquer ou poser certaines questions à mes coachés. Quand Charles Pépin écrit des livres ou quoi que ce soit, machin, et qu'il explique des transformations, c'est pareil. Quand je lis un roman de Laurent Gounel, c'est pareil. Genre, en fait, il y en a partout. Donc, en fait, il s'est nourri de beaucoup, beaucoup d'ultra spécialistes dans ce domaine-là avant. Et en fait, il a fait un mix euh, pour créer finalement une méthode plutôt que de savoir, on va dire, transformer l'identité avec des questions se rapprochant de la personne, etc. Là, c'est une méthode. Hmm. Alors, il y en a qui aiment bien les méthodes. Là, j'ai eu un coach qui m'a dit, moi, j'aime pas les méthodes. Ah, direct, il m'a dit, moi, j'ai pas de temps, j'aime pas les méthodes. Je fais, ah, eh ben, on est mal parce que des fois, il y a des séances qui durent 3 heures, pour info. Toi, c'est ça aussi la différence, c'est qu'il y a des séances qui durent 3 heures, Ouais. faut l'assumer. Donc finalement, il a le temps après quand il voit l'impact. Donc c'est bizarre, mais ça, c'est toujours un truc. Mais en fait, il me dit, j'ai pas le temps, j'aime pas les méthodes. Effectivement, des fois, c'est parti en one again. J'ai pas pu, parce que alors ça, c'est peut-être ma manque de maturité dans le milieu que ça, je pouvais pas le maintenir.
Donc en fait, parce que en fait, après, tu deviens une écoute. Et c'est ça la difficulté, je trouve, c'est que quand il y a une méthode, c'est que tu deviens euh, une, euh, une personne qui va l'écouter en profondeur, tu vas te rapprocher de lui, tu vas être finalement une zone de confiance extérieure à ses amis, etc. Donc tu vas écouter, tu vas lui parler différemment. Et en fait, ça, les dirigeants, etc., ils ressentent ça. Et donc à partir de ce moment-là, c'est dur de dire à une personne, mais en fait, tais-toi, j'ai pas envie de t'écouter. Moi, Mm. je veux résoudre tes problèmes, ton histoire, je m'en fous royalement. C'est pas vrai. En plus, moi, c'est pas vrai, c'est pas ma nature. Donc, Ouais. c'est là où, pour moi, la difficulté, elle est là par rapport peut-être à d'autres méthodes qui sont plus flexibles. Mais c'est un peu comme en appel de vente, non? C'est la straight line où on recadre dans la straight line pour l'amener. Ouais, mais si tu savais à quel point recadrer les personnes, pareil, j'étais avec une. Peut-être que c'est pas ma nature et c'est ok, tu vois, je le prends bien maintenant. C'est peut-être pas ma nature de d'être structuré de A à Z jusqu'au bout. Mm. Parce que le plus dur, c'est quand je parle de la dirigeante, mon ami Aurélie, qui me dit ah, la méthode, elle est géniale, Thomas. Mais c'est surtout toi, ta manière de faire. Et là, je comprends. En fait, ma manière de faire, je fais ah ouais, mais bon, moi, ma manière de faire, elle colle pas à 100% à la méthode, tu vois le truc. Mais Après, c'est ok, tu vois, je le fais. c'est normal aussi. Ouais. Dans toute. En fait, tout praticien, de manière générale, hein, bah, va ajouter sa petite touche, et surtout dans la santé mentale. Mm. Parce que c'est pas quelque chose qui est concret dans le béton, dans le marbre. Donc forcément, en fonction des personnes, en fonction du feeling, en fonction de comment on s'exprime, et même en fonction de son apparence physique, la relation sera pas la même, l'impact sera pas le même, et en fonction du coach qu'on a en face, on aura toujours une relation un petit peu différente. Mm. Et ce que tu dis sur la dépolarisation est intéressant parce que en PNL, du coup, on a des techniques successives, mais en fait, on a 50 Ouais. techniques différentes. Mm. Bah, parmi ces 50 techniques, avec des techniques qui sont très similaires les unes aux autres, Mm. bah, on va choisir la technique la plus adaptée par Ouais. rapport à la problématique de la personne qu'on Mm. rencontre en Mm. face. Mm. Et là, toi, dans ce que tu fais, donc tu as une méthode Mm. structurée en 5 étapes successives. Donc tu commences par la première étape, la deuxième, troisième, avec des séances successives. Mm. Et c'est vraiment deux manières différentes de voir les choses. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir aussi un processus clair qui permet de guider la personne, de lui expliquer, bah là, on va faire ça, 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 et que la personne sache à quoi s'attendre au cours des Toujours pour le séances, coup, ouais. Mm. et que ça puisse l'aider en fait à avoir un parcours. Et c'est Mm. un petit peu moi ce que je fais sur la partie sport, par exemple, mais là, sur le mental, c'est vrai que nous, on travaille plus avec une approche PNL, et le fait d'avoir cette Ouais. approche structurée en méthode, je trouve ça hyper intéressant. Au niveau des séances, du coup, ça se fait en combien de séances? Tu le fais en visio? Comment est-ce que tu fonctionnes? Oui, majoritairement, je suis en vidéo. Je te dis ça alors que hier, j'étais en live avec. Parce que je suis à Paris là, donc j'en profite. Mais j'étais en live avec. Pour la dernière séance du rêve d'ailleurs, avec une coachée. Et on l'a fait en Mmh. live dans un espace de coworking. Mais globalement, oui, c'est en visio. Ouais. C'est en visio. Il n'y a pas d'enjeu particulier en visio live, même si le live donne quelque chose de différent, comme toujours. En tant que commercial, je ne vais pas te dire que c'est pas important. Mais effectivement, ouais, la visio, ça se passe normalement. L'enjeu, il est que, oui, il y a des séances, oui, majoritairement, on est entre 2h30 et 3 heures par OK. séance. Ouais, Donc c'est long. moi, l'accompagnement, c'est une douzaine d'heures. Et pour répondre à ma mère qui me fait toujours, qui me dit, mais oh, bah, c'est bien, quand tu auras plein de clients, tu pourras en avoir une matin, l'après-midi. Je dis, non, impossible. Ah ouais. Ah non, mais c'est impossible. Émotionnellement parlant, l'impact émotionnel des gens, parce que c'est vraiment, j'améliore mes compétences émotionnelles, je me transforme émotionnellement. Donc, l'impact des gens, plus il est fort, moi je le ressens. Donc en fait, et comme souvent c'est un peu puissant, surtout au début, elles attaquent sévère. Donc en fait, moi je suis exténué. Moi l'après-midi, faut que je fasse des likes sur LinkedIn, hein, parce que sinon je suis crevé, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Après, tu débutes aussi. Moi, je me souviens, mes premiers appels de vente, Hmm. j'en faisais 2, j'étais épuisé. Ouais, parce que Et, tu donnes beaucoup. ouais, et vraiment, j'étais Ouais. épuisé après 2 appels de vente. Aujourd'hui, des appels de vente, si j'en fais 5 dans la journée, c'est OK. Bon, forcément, je suis un peu fatigué. Et pour les podcasts, c'est pareil. Quand au début, je faisais un podcast, j'étais HS. Hmm. Aujourd'hui, je peux enchaîner, j'enchaîne 2-3 podcasts dans la journée, ça va, c'est quand même fatigant, hein. Mais donc, peut-être que dans 1 an, 2 ans, oui, tu pourras enchaîner 2. En fait, sur les 5 séances, il y en a une qui est plus light. Donc, dans l'absolu, ce que je pourrais faire, c'est très bien avoir une grosse séance. Et l'après-midi, si j'ai la séance light, je peux absolument la gérer parce elle est beaucoup plus légère pour le coaché et aussi pour moi dans l'impact, dans la reformulation, dans les questions. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits. En dépolarisation, on écrit tout Ouais. pour que ça rentre dans le subconscient. Donc, en fait, il y a beaucoup d'écriture. Et moi, j'écris tout ce que la personne dit, en fait, pendant le D'accord. coaching. Ah oui, Il faut imaginer le truc, quoi. un manuscrit Ouais, ou? manuscrit, ouais. Waouh! Ouais.
Et je reformule tout. Tout Ah le ouais. temps. Ah ouais, non, non, c'est quand on se rend pas compte du truc. Mais effectivement, ça, c'est marrant qu'on en vienne là parce qu'on aurait loupé un truc et tu l'aurais loupé aussi. C'est que, ouais, il y a tout cet aspect-là. Donc, en fait, le point qui est en visio, tiens, pour le coup, tu me fais réagir là-dessus et tu me fais y penser. C'est vrai que le point en visio qui est plus compliqué, c'est de dire à la personne, hey, je te vois pas écrire. Genre là, t'es en train de dire des trucs, écris. Faut que ça rentre dans ta tête, tu vois. Tu... Parce que des fois, quand tu perçois pas, tu sais, tu vois la Ouais. caméra, tu vois pas forcément les gens qui se concentrent tout le temps, donc tu dois mixer Tu le peux lui truc. demander d'écarter un peu l'ordi Ouais, voilà, et mais bien tu vois, c'est voir. des ajustements Ouais. qui sont possibles. Et en fait, Évidemment, et c'est il un y a peu des plus gens qui compliqué, préfèrent mais. écouter, et Hmm. parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire. On a perdu Ouais. aussi l'habitude d'écrire, donc là, tu dis à des gens, allez, vous allez reprendre votre stylo. Bon, moi, je leur envoie le cahier, ils ont un beau cahier, un beau stylo, etc. Et ils prennent des notes, mais dans l'absolu, ça montre aussi que Hmm. c'est pas naturel, donc il y a cet impact-là. Carrément, je comprends. C'est vrai que ça, je me dis que ça pourrait être pas mal. Moi, je fais noter un petit peu les choses principales et notamment, je vais faire un petit exercice. C'est l'exercice du Dreamboard qui fait péter un câble à toutes les personnes de plus de 40 ans de devoir. Du coup, le Dreamboard, c'est tu mets les photos de tes rêves, de ce que Ah tu veux oui, faire je crois que dans j'ai 6 vu ton mois, un post. an. Ouais, ouais. Et vraiment, le mec de 50 ans qui arrive, tu dois lui faire ça, il se dit mais je suis où là en fait? Sur un art plastique, c'est quoi ce truc? En plus, on commence par ça. Ah mon Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, sans objectif, Ouais. on va nulle Sans part. visualisation, C'est ça. sans projection, Il faut savoir où est-ce qu'on va, il sans faut rêve. savoir pourquoi on y va, faut mettre du sens dans ce qu'on fait. Ouais. Donc là, toi, ton accompagnement, il s'étale sur combien de temps, combien de semaines, de mois? C'est 3 mois, trois 3 mois et mois? demi. Ok. Ouais, 3 mois, 3 mois. Avec 5 sessions? Ouais, Ok. Donc 5 sessions, enfin 4 sessions de 3 heures, enfin 2h30, une session d'une demi-heure, 1 heure. ouais, d'1 heure, on va dire. Ouais, 1 heure. ouais c'est ça. Après, elle est prolongeable dans l'absolu. Enfin bref, Ok. c'est ajustable, mais ouais, on va dire, il y a vraiment 5 séances, donc de 2 à 3 heures, donc ça fait une douzaine d'heures. Une douzaine, 12 à 15 heures Mhm. finalement à la fin. Euh, et on essaie de laisser passer en fait entre chaque session 1 semaine à 2 semaines. Ouais. Parce que le corps continue de réagir et souvent les gens m'écrivent par WhatsApp ou un jour, 2 jours après, souvent en disant «Ouah, mais en fait, j'ai rêvé de ça et puis j'ai osé parler de ça à mon mari et puis oh ouais, tu vois, donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc en fait, c'est presque interdit d'ajouter des choses trop vite Ouais. parce que le corps ne pourrait pas emmagasiner ou travailler les Mhm. choses qui ont été vues pendant la séance. Carrément. Et toi, sur la dépolarisation, donc c'est un processus complexe, long, qui va prendre du temps et qui va traiter des problèmes assez durs. C'est quoi les principales difficultés que tu retrouves qui sont assez communes chez les personnes qui te contactent ou que tu peux avoir en client? Comme je te disais un peu avant, la confiance en soi est très centrale. Ouais. Heu, c'est la manière dont les gens minimisent leur action, minimisent leurs choix, minimisent leurs décisions, la manière dont tu compares aux autres, hein, c'est tout bête, ou la manière dont ils vont se juger. Tu vois, tu parlais des haters, mais les haters, c'est ni plus ni moins que le regard des autres et comment tu te positionnes toi par rapport à ce que les gens, peuvent penser, Mmh. voir, et en fait, c'est ça, et les personnes se projettent beaucoup là-dessus. Moi, j'ai demandé à une coachée d'aller prendre un être tétanisée, par le regard des autres et je lui ai dit d'aller boire un verre toute seule en terrasse. Elle avait jamais fait de sa vie, quoi. Moi, je suis fait du cinéma tout seul, je mange tout seul au resto, Moi enfin, aussi. Je passe ma vie à faire des après, trucs j'étais tout seul. commercial. Ouais, mais tu vois, nos liaisons neuronales, nous, elles sont peut-être développées Ouais. depuis qu'on a 18 piges. Mmh. Moi, j'étais obligé de manger tout seul. J'étais chef de secteur, j'avais pas le choix, en fait. Mmh. Donc en fait, après ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Mais elle, typiquement, bah, en fait, jamais. Tu travailles dans des boîtes, t'as des amis, t'as l'école, tes machins, tes trucs. Et quand elle l'a pris, elle m'a dit, oh, hey, il y avait d'autres personnes qui étaient toutes seules à table. Elle était sur la place à Toulouse, etc. Elle fait, ah bah ouais, bah, c'était bien, et je le referais. En fait, il n'y avait rien de dur. Mais tu vois, ça, c'était un truc parce que regarde les autres. Donc ouais, souvent, ça tourne là-dessus. Et puis après, il y a des enjeux souvent avec maman, papa. Ça a été aussi Oui. mon cas, mais pas l'image qu'on a d'eux est soit négative ou positive. Euh, et c'est vrai que ça joue beaucoup, ça joue aussi beaucoup là-dessus. Mmh. Et On comme, le ouais, on vas-y. le dit pas mal ça, mais beaucoup de traumatismes viennent de l'enfance et Ouais. il y a beaucoup de personnes qui, même à l'âge adulte, ont des petits soucis, des problèmes et en fait ça c'est lié à l'enfance et c'est, des trucs ancrés qui doivent ressortir à un moment donné. Qui sont souvent plus des moteurs.
quand ils comprennent, moi j'ai compris des choses sur mon père où je lui dis ouais, ah bah, c'est dommage qu'il n'ait pas été comme ça. Mais quand tu te rends compte que le fait qu'il n'ait pas été comme ça t'a permis d'avoir cette vie-là, tu fais Ouais. bon, je t'aime papa. Mais tu vois, mais c'est des trucs comme ça. Là, je parle d'un coach qui me disait j'aime pas les méthodes et tout. On parle de traits de caractère. On rentre dedans, et, on joue avec sa mère assez fort. Et à la fin, je dis ok, bon, c'est quoi que tu admires chez ta mère? Il me fait oh. Donc il voulait pas me le dire presque, tu vois. Je dis vas-y, allez, dis-moi 2 traits de caractère que tu admires chez ta mère. Il m'en cite 2. Je fais c'est marrant, hein, parce que les 2 ont l'impression de te voir, moi. Et là, il m'a insulté. Il m'a dit ta gueule. J'ai fait, mais il me fait le prends pas personnellement, mais là tu m'as énervé. Mais c'était incroyable. Moi, les 2 trucs qu'il me dit admirer chez sa mère, à qui il a des gros enjeux personnels, sans rentrer dans les détails, en fait, c'était lui. Ouais. Tu vois un peu comment la personne peut le ressentir au fond. Alors, sur le moment, il est pas content, mais ça l'a apaisé. Il m'a dit, oh, en fait, et après coup, il m'a dit, ouais, je suis apaisé. Je suis peut-être pas prêt à refaire, à rentrer dans une relation comme c'était avant, mais c'est OK. Tu vois. Et Ouais, ça l'a aidé à comprendre, à débloquer un truc. ouais. Donc, c'est vrai que les sujets, ce sont les sujets des coachés. Plus leur investissement personnel il est important et plus ils me font confiance sur la manière de ce qu'ils veulent développer comme sujet, ce sont les leurs en fait. Moi, je choisis pas les sujets. Ouais. C'est ça aussi peut-être un truc. Et ça, je choisis pas les sujets. C'est eux qui vont parler de ce qui les agace, c'est eux qui vont parler de leur peur, c'est eux qui vont parler. Donc après, moi, je les dirige. Il y a beaucoup de reformulation, de sortir du triangle de Capman. Donc on essaie de sortir des émotions pour être sur que du factuel. Ça, c'est quelque chose que personne ne fait et qu'on ne fait jamais. Donc en fait, c'est presque une technique de vie après dans la vie. Il t'arrive un malheur, tu vas pas dire, ah, tu vas pas pleurer et t'apitoyer sur ton sort. Tu fais, ok, ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui fait que ça m'est arrivé ce truc-là? Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que ça peut m'apporter ou qu'est-ce que comment je vais m'en servir pour plus que ça m'arrive, tu vois? Ou quel bénéfice ça va m'apporter? Et en fait, c'est toute une tournure de vie, en fait, ce truc-là. Donc c'est pour ça. En tout cas, j'espère qu'il le ressent de cette manière-là. J'espère aussi. D'ailleurs, c'est justement le sujet de ma prochaine question, c'est est-ce que tu as déjà été confronté à un échec ou à des personnes où vraiment tu as mis beaucoup de temps à comprendre ce qui les bloquait et à réussir à les aider à avancer? Il y a des sessions plus compliquées que d'autres. Des fois, ma femme elle me voit arriver, elle fait alors comment c'était? Dur. La personne est contente à la fin, mais moi, c'était dur. Ouais, et des fois, c'est dur parce qu'il y a un truc que les humains, on a tous et qui est hyper bloquant, et tu dois sûrement le voir en PNL aussi, et moi dans mes sessions, c'est l'ego. Mmh. Les gens qui commencent une phrase en disant «Oh t'inquiète pas, hein, moi j'aime bien, je suis structuré et tout ça, puis j'ai pas d'ego, hein». Oh putain, pardon. Oh purée, si ma fille m'entend, Ouais. punaise. L'ego, il est terrible parce qu'en fait, il bloque toutes les questions contre-intuitives, parce qu'on est beaucoup dans des questions contre-intuitives dans la dépolarisation. Il bloque en fait. Il veut pas me dire les inconvénients d'avoir fait quelque chose de bien. C'est pas logique de me demander une question, tiens, t'as fait un truc super bien, mais c'est quoi les inconvénients que t'aies fait ce truc-là de cette manière-là? Bah aucun. Ah si. Ah si, si, quand il y a un inconvénient à gauche, il y a un bénéfice à droite, ou inversement. Et ça, c'est systématique. Si ton cerveau le comprend pas, c'est que tu vas devoir développer, ou on est au bon endroit. Et il y a des gens, ils bloquent. Donc effectivement, il y a pas de dépôt qui plonge ou qui crache. Les gens vont changer. Ça, c'est Mmh. la seule promesse. D'ailleurs, on le fait, hein, la seule promesse qu'on peut faire en dépôt, c'est de transformer quelqu'un et de l'amener d'un point A et d'un point B. Par contre, je ne sais pas le pourcentage d'évolution Ouais. de la personne. Est-ce que ça va être 1%? Est-ce que c'est juste 1%? Est-ce que ça va être 5, 10%? Parce que la personne, elle va se livrer, son corps va changer, elle va ressentir des trucs et tout. C'est complètement différent. Donc en fait, je dirais, il n'y a pas d'échec. Il y a des sessions plus compliquées en fonction des personnalités et des sujets que l'on va aborder. À la limite, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est au bon endroit et que ça va vraiment avoir un impact. Les choses légères, à la limite, c'est moi qui le vis moins bien parce que j'ai l'impression qu'on touche pas à des choses très très dures. Mais en fait, quand les gens veulent parler de certains trucs, c'est là où on doit comprendre que si pour eux c'est important, c'est parce que ça joue en fait sur leur vie. Peu importe si par rapport à toi, ma vie, c'est pas un sujet. Tu vois, il y a des trucs bateaux, hein. Mais des fois, mais par contre, le lendemain, elle me dit oh, c'est super parce qu'en fait, voilà. Elle mettait sous un. Par exemple, par exemple, elle mettait. Elle disait ouais, moi, je suis honnête.
C'était son truc, ouais, bah, moi, une qualité, c'est honnête. Ok. Je l'ai démontée, on a vu elle montait tous les jours. Et ben, elle me dit, ça m'a fait du bien. Elle me dit, oh là, ça me fait du bien de savoir que j'étais un peu, pas comme tout le monde, mais en fait, j'étais capable d'extrapoler, de minimiser, de mentir, etc. Et en fait, elle m'a dit, c'est cette sens-là qui m'a le plus changé. Ok. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti sur le moment. Tu vois, pour moi, ça me paraissait un truc pas tout. Mais non. Et c'est ça qui est fabuleux, tu vois. Donc, voilà, pas d'échec, mais oui, certaines fois qui sont un peu plus dures. Ouais, c'est du cas par cas et tu sais pas Bah, vraiment tu dois où bien le tu voir vas. aussi. Je sais pas comment tu dois arrêter coacher, mais t'as des choses qui se passent de manière hyper fluide. Et puis t'en as d'autres où t'es obligé de toi cravacher, en fait. Carrément, carrément, chaque profil est différent et l'ego, comme tu l'as dit, Hmm. c'est une des problématiques principales, pas chez nos clients, chez les personnes qu'on a, en fait, ça, c'est bon. Normalement et petit à petit, on défait l'ego et les personnes suivent, appliquent, et si elles sont là, c'est parce que, elles ont compris qu'on pouvait les aider Hmm. et que ça aurait un impact. Mais c'est surtout un problème chez les personnes qui veulent perdre du poids, qui passent pas à l'action et ça, c'est Euh, dramatique. hmm. En fait, moi, la plupart des personnes qu'on a en appel de vente, mais qui nous rejoignent pas, c'est beaucoup un problème d'ego. C'est pas un problème de budget ou quoi, c'est un problème d'ego de se dire bon, là, ce qu'il me propose, oui, c'est intéressant, mais je peux quand même le faire tout seul. Je peux quand même me débrouiller. Je vais quand même y arriver. Et les personnes vont se dire bon, il suffit de faire un petit peu de sport, changer un peu mon alimentation, mais ne savent pas comment faire, quoi faire. Et en fait, 2 ans plus tard, j'ai un appel avec cette même personne, rien n'a changé. Et ça, moi, ça me fait toujours un peu de peine d'avoir des appels comme ça avec des personnes qui bloquent et qui refusent de changer. Ouais. Mais non, c'est dur de l'accepter quand t'es convaincu que t'as la bonne personne qui est en face de toi et que toi, tu peux Mm. avoir un impact pour elle. Et parce qu'en plus, t'as l'impression de faillir. Tu te juges toi-même en disant, ah, peut-être que j'ai loupé quelque chose ou il y a un mot que j'ai pas su saisir ou j'ai pas saisi un instant et j'aurais pu rebondir ou lui proposer un truc différent. Et en fait, tu es en train de te remettre en question alors que c'est juste que la personne, elle était pas Mm. prête. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que nous, on connaît le chemin, on sait à quel point l'impact est important, on sait que la personne a des enjeux et pourtant, elle veut pas y aller. Alors ouais, il y a l'ego et puis il y a la peur aussi. Je Aussi, pense que la beaucoup. peur du jugement, je sais pas, même de s'exposer, d'exposer son corps, par exemple si on parle de toi, d'exposer son corps physiquement avec un coach, etc., de vouloir bouger, quand on voit ce qui bouge, quand on n'est pas bien, etc., dans son corps, c'est pas visuellement Mm. très agréable pour la personne qui le vit, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a ça. Et c'est pour ça que souvent, je parle d'identité en disant, mentalement, si les personnes changent un tout petit peu, gagnent, il y a des petits pourcentages d'identité ou de confiance, ça peut faire des switches automatiques sur la manière dont ils vont décider, agir et prendre des actions beaucoup plus naturellement, en fait. Moi, puis je me suis fait coacher, etc. Mais moi, dans ma manière d'être ou peut-être de lire avec plein de trucs, mais je prends des actions beaucoup plus simples qu'avant. Mm. D'autres, non. Ça veut dire que je suis pas aligné. Mais il y en a pour pour lesquels c'est incroyable. Carrément. Maintenant, pour changer de sujet, on a fait un bon tour de la Ouais. Là, je dépolarisation et pense que tu nous as là, tu deviens bien expert. présenté le sujet. Non, après, il faut suivre toute la partie formation de l'Académie de la haute performance. Pourquoi pas un jour, hein. Moi, ça m'intéresse toujours de progresser sur le mental. Après, j'ai déjà suivi 3 méthodes différentes sur la partie mentale. Donc, je pense que Ça va, tu c'est- as les compétences pour je pense que accompagner ça va. tes clients dans les meilleures conditions. Mais pourquoi pas. Maintenant, pour passer à la famille, toi, tu, Mm. tu affiches un statut de père de famille à plein temps. Ouais. Et tu as donc une fille et tu passes pas mal de temps avec ta famille. Est-ce que le fait de changer complètement de carrière, ça a été bénéfique pour prendre soin de ta famille? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères ta situation familiale à celle d'il y a 2 ans? Alors, il y a plusieurs réponses que j'aimerais faire. En termes de présence, ça change pas. Parce que j'ai la chance de travailler en home office depuis longtemps, même quand j'étais sales. Mmh. Et dans les sociétés dans lesquelles j'étais toujours à la maison. Donc mon emploi du temps, c'était moi qui le gérais Mmh. tout seul. Donc ça, c'est une grosse chance du métier de commercial par rapport à d'autres qui doivent se déplacer sur le lieu où voilà. Donc moi, les sociétés, je les choisissais aussi en fonction de ça, ce qui n'a pas été forcément toujours évident, surtout quand tu pars de Paris à Toulouse post-Covid et que tout le monde te dit le home office c'est génial, mais qu'il n'y a aucune boîte parisienne qui te dit go, c'est dur. D'accord. Donc ça, c'est le petit aparté. Mais donc voilà. Donc en termes de présence, non, c'est pareil.
Par contre, ce qui a évolué, c'est mon identité a évolué, moi, depuis 2 ans. Donc en fait, évidemment, je préfère mon identité celle d'aujourd'hui. Donc la manière dont je suis avec, ma famille, je la préfère aujourd'hui qu'avant. Je suis moins stressé pour le moment, et cetera. Donc il y a plein de choses positives, mais le switch en termes de présence, il est «identique» entre guillemets. Je suis là le matin Hmm. pour ma fille, je suis là le soir au coucher, on adore passer du temps avec elle, elle avec nous, on en profite, de fou et ça c'est voilà, c'est le principal. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde Hmm. parce que ça arrive assez régulièrement de discuter avec des personnes de 50 ans qui disent: «Bon, bah, moi j'ai pas vu, mon enfant grandir». Moi là, elle a 4 ans dans quelques semaines. Je l'ai vue, revue et je la connais par cœur et je suis trop heureux de la connaître par cœur, tu vois? Et ça, c'est génial, quoi. Mmh. Génial. Ouais, donc tu es autant présent physiquement, mais plus présent, Mentalement, dans le mentalement, ouais. psychiquement avec Ah, elle je lui et parle tu passes de complètement meilleurs, différemment. moments avec, Mmh. avec ta famille, quoi. Ouais. Ça Mmh. serait ça serait peut-être une manière différente de vendre la méthode et cetera parce que comme tu changes ta manière d'être ou ton être, en fait, tu vas parler différemment et je trouve que pour l'éducation, c'est génial. Moi, je sais que je lui parle complètement différemment et à la limite, c'est très, très bien, mais de manière positive des choses, de pas être trop dans la négation, de lui laisser prendre confiance en elle, de lui laisser faire des choses, d'essayer de le comprendre, de jamais poser de questions fermées, d'être toujours dans des questions ouvertes. En fait, ça a développé plein, plein de choses en elle et je sais que ma transformation d'identité a permis à ma fille d'être différente entre guillemets, positivement, aujourd'hui, et ça, ouais, c'est génial de le ressentir. En tout cas que j'éduque pas de la même manière en ayant Génial, été coaché. Ouais. trop bien. Ouais, la famille, c'est souvent, la priorité, des personnes. C'est Mmh. toujours, bah, la famille, c'est ma priorité numéro un. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est: «Si tu veux que ta famille soit réellement ta priorité, fais de toi même ta priorité. Parce qu'on peut pas être là pour sa famille quand on n'est pas bien soi-même, quand on n'est pas aligné, quand bah, son corps ça va pas et quand on a des blocages un petit peu partout dans sa vie, on peut pas être assez présent. Mais toi, tu as changé complètement ton mental, tu as changé d'identité, tu as changé de métier. Et aujourd'hui, tu le sens, tu ressens et tu as réussi à faire passer ta famille à une famille plus qualitative, à de meilleurs moments et tu te sens beaucoup plus aligné avec ça. Ouais, ah ouais et puis je te dis, moi je faisais partie entre 30 et 33 avant de connaître ma femme, je faisais partie du mec qui disait: «Oh si j'ai pas d'enfant, c'est OK». Mais ça aurait été OK, ça aurait été Oui. OK autrement. C'était un autre choix de vie, Ça autre, aurait été une vie chemin. Mmh. complètement différente, mais quand je vois le kiff que j'ai, d'aimer être aimé Mmh. et qu'elle nous aime en contrepartie, enfin genre je le souhaite à tout le monde de ressentir cet, amour inconditionnel quoi. C'est fou quoi. Voilà, ouais, ouais, c'est assez fou comme truc Ouais. donc Un maintenant pro faut que ça dure. Elle a 4 ans, elle me fait des bisous partout, on verra quand elle en aura j'allais 15. j'allais le dire, profites-en pendant encore 10 ans avant de passer à l'adolescence et Ouais, ouais, mon frère a une fille qui a 4 ans de plus que la mienne, donc j'aurai un visu, par procuration à côté qui risque d'être assez folklorique, donc mmh, vu le personnage que c'est, donc ouais. je pourrais me préparer un peu à Là, moi, j'ai ma dernière petite sœur, elle a 13 ans et ouais. elle arrive dans cet Ah âge-là et ouais, mes parents commencent à souffrir ah ouais, 13 ans, ça et doit être et je le sympa. vois. 13 ans en Là, 2026 surtout, c'est ça. Moi, j'ai plus ouais, confiance à 13 ans dans mmh. 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Peut-être, peut-être après, faut voir pour les téléphones. Mais Ouais, mon c'est mon ça. petit frère, là, il a 18 ans, lui, ça a été, tranquille, enfant, sympa et tout. La petite, Ah ouais? plus compliqué. Parce que souvent on dit que c'est les filles sont aussi plus simples Après, ça dépend les nous caractères, quoi. nous, on est 4 avec un remariage, donc OK. une sœur et après, petit frère, petite sœur, Toi, t'es le en grand? décalé. Moi, je suis l'aîné OK. et du coup, c'est aussi une structure familiale un petit peu différente, donc peut-être que ça change complètement les choses. Après, quand on a une fille unique, bon, c'est pas dit que ce soit la même chose. Bref, chaque famille est différente, chaque enfant est différent et on sait jamais comment ça va se passer. Chaque semaine est différente, donc je peux te dire, c'est la découverte, c'est la découverte à chaque fois. Mmh, carrément. Maintenant, toi, en tant que préparateur mental, qu'est-ce que tu penses
aujourd'hui de l'appétence des Français pour leur santé mentale, pour leur bien-être? Waouh, tu veux lancer ce sujet-là, les Français, c'est leur bien-être. On est alors après, pour prendre un peu de hauteur par rapport à ça, en France, on n'a pas la culture, de se faire accompagner déjà, Mmh, par rapport aux États-Unis où, carrément. quoi que tu veuilles faire, le mec ne pensera jamais à lancer, son truc seul ou à se lancer seul. C'est déjà un changement incroyable. Mais moi, je pense que ça joue dès l'enfance, clairement, parce qu'on nous apprend à produire, à performer, à réussir, faire toujours plus. Heu, Par contre, on t'apprend pas, les choses, je trouve, qui sont nécessaires pour grandir et entre guillemets, «efficacement», quoi. Donc c'est sûr que dans le bien-être, dans la bonne santé, dans la bonne forme, ce genre de choses, tous les sujets que tu touches aussi, on est en manque total, pendant un certain temps. Donc si les parents le font pas, l'éducation ne le fera pas. Donc en fait, on grandit avec des humains, comme j'aime bien le dire, qui sont pas augmentés, quoi. On grandit avec des humains qui ont été conditionnés. On a essayé de leur enlever leur singularité en plus. Et en fait, ils grandissent sans éducation de bien-être. Donc en fait, c'est pas étonnant que tous les Français de nos âges aient un décalage par rapport à ça. Moi, je trouve qu'il y a un décalage monstrueux par rapport à ça. Moi, je suis un ovni. Tu dois être un ovni dans un cercle un peu élargi. Ou quand tu vas dans des groupes ou dans des communautés. Dès que tu dis, moi, je fais attention, je fais de l'exercice, je fais attention à la bouffe, je fais attention à ma santé émotionnelle. Bon, alors là, t'es perché. Je fais attention au sommeil. Ah ouais, t'arrives à te coucher avant 23 heures, mais t'es un monstre. Et non, bah non. Et après, la santé exogène. Ah bon, il faut prendre des compléments alimentaires. Ah bah, après, moi, je découvre des trucs au fur et à mesure hein, qui sont fascinants. Mais voilà, mais en fait, si tu mets ça, mais genre, s'il y a des Français déjà qui s'en occupent, qui sont assez rigoureux sur deux, c'est déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce que t'en penses. Mais donc pour moi, le bien-être, il joue de l'éducation. Le travail n'est absolument pas fait. Donc en fait, ça perdure. Et puis donc il y a la génération Z a priori où on peut peut-être commencer à compter sur eux en termes de bien-être parce qu'ils sont à fond dans les salles, ils boivent moins d'alcool. Il y a plein d'indicateurs qui semblent assez positifs sur la génération de 23, enfin peut-être de 19, 23, 25 Mmh. ans là. Donc on va voir comment eux intègrent le bien-être et si eux changent les choses parce qu'à un moment donné, ça passera par les gens qui décident. Et si les gens qui décident font redescendre en cascade ces éléments-là, le bien-être, de manière générale, sera peut-être à l'école un jour, de 3 ans à 17 ans, parce que c'est ça Mmh, qui doit carrément, doit y faut le avoir. souhaiter. Faut le Mmh. souhaiter et j'espère qu'on verra ça. Et c'est quand même une surprise de TikTok qui a permis à la génération Z de vraiment être à fond avec la salle, avec les entraînements et Il n'y a pas voilà que le, du le négatif. contre-coup des réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais un conseil que tu souhaiterais partager, vraiment un conseil pour qu'on retienne de ce podcast-là, qui pour toi est le plus important? Je te laisse y réfléchir. Pendant que vous nous écoutez, pensez à vous abonner, mettre 5 étoiles sur le podcast, partager, commenter et vraiment nous retrouver un petit peu partout sur tous les épisodes. Donc vraiment, mettez un commentaire et partagez cet épisode à toute personne qui pourrait être intéressée pour prendre soin de sa santé mentale. Thomas, J'ai est-ce le que mot de la tu fin. as ton idée? J'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête, comme toujours, mais j'aimerais, dire aux gens quoi qu'ils fassent, de se poser la question à quel point ils prennent du plaisir. Hmm. Quoi qu'ils aient envie de commencer à faire, qu'ils aillent chercher ce plaisir ou quelque chose qui les passionne. Parce que trop, trop, trop de personnes vivent sans passion, sans des trucs qui leur procurent du plaisir. Et ça, pour moi, c'est le plus grand potentiel de crash émotionnel dans une vie. Donc, même si tu n'aimes pas ton job, mais à côté, tu kiffes faire du sport, ce qui était mon cas avant, ça me faisait tenir, en fait. Ouais, C'est ça en fait, mais donc en fait, donc tu t'écoutes, mais tu t'écoutes pas. Donc en fait, il faut vraiment, vraiment apprendre à s'écouter, à prendre du temps et, heu, et voilà, et aller chercher ce mot-là qu'on oublie trop souvent. carrément. Donc là, tu parles pas de juste manger du chocolat et plaisir instantané, tu parles de Ouais, plaisir profond. ouais, je parle plutôt de plaisir profond, mais encore une fois, la bouffe, Hmm. je suis pas un ayatollah. Il y a des gens, ils me prennent pour un fou parce qu'ils me disent: «Ah mais toi, tu manges quoi, pour être comme ça, ou machin?» Je mange des choses qu'on doit manger en fait.
C'est ni plus ni moins. Alors oui, je vais jamais au fast-food. Moi, j'y vais. C'est vrai? Tu prends quoi? Alors, je préfère j'aime beaucoup les burgers, mais je préfère les burgers de restaurant Ah oui, plus mais que moi aussi. de fast-food. Ça Mais m'arrive. ça m'arrive, je pense que une fois par mois, allez, en moyenne dans l'année, je dois manger un truc style KFC ou Ça va, ce genre de puis choses. moi, pizza, j'adore ça, par exemple. Pizza, j'aime pas du tout. Ah ouais? Non. Oh, punaise. Eh ben, écoute. Non, mais voilà, on a chacun nos trucs qu'on aime. Et en fait, quand je dis le plaisir, et c'est vrai que c'est important, et je peux finir là-dessus pour que les gens ne pensent pas que je suis un fou furieux, c'est le plaisir, c'est aussi la bouffe. Si tu as Mm. envie de manger une glace ou un dessert de folie une fois par semaine, mais vas-y, go, tu vois, y a pas, c'est pas ça qui va tuer ta santé ou ton programme minceur ou ton programme physique. J'aime souvent citer Flavio sur les réseaux, sur LinkedIn, il sera content que je parle de lui, mais c'est qu'il il poste tellement que tu es obligé de le voir de toute façon. Et en fait, il dit ça, mais bouffez de la pizza, genre, mangez une pizza quand vous avez envie. Maintenant, si tu en as envie tous les soirs, non, on est OK, c'est pas possible. Oui. En fait, tu peux pas être rigoureux si tu pars en live tous les jours. Mais en tout cas, voilà, le plaisir, c'est aussi être conscient que des fois, ton corps, ton esprit, il a besoin de se relâcher. Et prendre du repos, c'est aussi prendre du repos physique, mais ça peut être aussi du repos mental en disant, tiens, ce soir, c'est pizza. Et moi, c'est mon grand kiff. Je me retiens pour pas en manger une et demie, quoi. Carrément, à 100%. Mais c'est super important ce que tu as dit, se faire plaisir et toujours aller chercher des choses qui tiennent dans le temps. Et sans plaisir, ça tient pas dans le temps. Donc les régimes, privations Ouais. et tout, ça marche pas. Et nous, ce qu'on dit à tous nos coachés, c'est au moins 3 repas avec du plaisir dans la semaine et toujours Ouais. une logique de 80-20 Mm. et aller chercher en fait de la simplicité, de la facilité. Donc super conseil, super pertinent. Où est-ce qu'on te retrouve, Thomas? On me retrouve à Toulouse. Non, mais sur les réseaux, sur LinkedIn, aujourd'hui. LinkedIn Donc, principalement? ouais, Ok. Bah, vous absolument. aurez le LinkedIn de Thomas en description. Un dernier mot de conclusion? Tiens, tu me relances encore sur une conclusion. Oui, je vais dire une phrase. C'est retenez. Alors, je vais essayer de bien la dire parce que je l'ai écoutée hier. Je la trouve fabuleuse, Une cette phrase-là. citation? Ouais, une On citation se lance sur dans un une livre citation. de Charles Pépin qui dit nous ne sommes pas, nous faisons que devenir. Exceptionnel. J'espère que l'épisode vous a plu. Abonnez-vous, regardez dans la description, vous aurez de quoi aller plus loin, vous améliorer physiquement, améliorer votre santé, votre longévité. Vous aurez aussi le LinkedIn de Thomas et on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Force!